Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. Je vais partager avec vous une mésaventure financière qui nous a coûté 10 000 € parce que j'ai investi en fait avec mon cœur et j'ai pas fait mes recherches comme justement je vous le conseille à chaque vidéo. J'ai investi tout simplement aveuglément dans cette personne. Donc, restez avec moi si vous voulez en savoir plus. Bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Sur cette chaîne, je décrypte la finance et je propose également des recommandations d'investissement pour vous aider dans vos décisions et pour étoffer votre éducation financière. Mais donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais partager une anecdote personnelle qui nous a quand même coûté la modique somme de 10 000 €, donc à moi et à ma famille, et je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis dit que j'allais partager cette anecdote personnelle parce que, donc si vous me suivez depuis un certain temps, à chaque vidéo, je vous dis particulièrement de faire vos recherches et aussi également de comprendre les chiffres. Et cette anecdote va vous montrer que justement, sans recherche et sans comprendre chaque chiffre, eh ben, on peut perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc, c'était il y a à peu près 12 ans, j'étais chez mes parents. Et puis, comme souvent, ce qui se passe, il y a un oncle qui débarque quand nous sommes sur le point de déjeuner. Donc, c'est voilà ce qui se passe. Un oncle débarque chez mes parents et il nous explique comment il revient du pays et qu'il a trouvé une superbe idée business qui pourrait développer le village parce qu'il est d'un village qui n'est pas très loin du village de mon père. Et donc, il pourrait développer le village d'un point de vue économique, donner du travail aux gens sur place et également permettre de gagner de l'argent. Et l'idée, c'était de faire des bobolos. Donc, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est du manioc, en fait. De faire des bobolos sous vide qui donc pourraient être destinés à l'exportation, notamment en France, en Belgique, même en Angleterre, enfin bref, à l'exportation de manière générale. Et puis, ça permettait, en le gardant sous vide, ça permettait de garder la qualité, l'élasticité, enfin vraiment, en gros, c'était une superbe idée qui partageait avec nous, je crois que c'était un dimanche, ce dimanche midi, où il est venu manger le manger de mes parents. Cet oncle, il a tout simplement parlé à nos cœurs. Je veux dire, il parlait de développer le village, il parlait d'avoir un impact localement, il parlait de comment mettre en valeur les produits du pays, il parlait de comment gagner de l'argent en faisant tout ça. Mais je veux dire, à la fin du discours, j'étais là, mais oui, 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 comment fait-on pour participer à ce superbe projet? Donc en plus cet oncle était ingénieur de formation, donc il avait étudié un procédé qui demandait pas trop d'énergie, donc d'électricité, qui permettait quand même de faire de bons produits relativement rapidement en quantité intéressante, c'était une quantité intéressante, et il avait même amené justement des échantillons pour qu'on puisse goûter. Et franchement, c'était hyper bon. Il y avait rien à dire sur le produit, c'était hyper bon. Il expliquait que justement, il utilisait euh, de l'eau en bouteille ou quelque chose comme ça pour le procédé, pour vraiment extraire le meilleur du manioc. Enfin bref, vraiment, il y avait rien à dire sur le produit. Il était très bon. Et en gros, il nous disait voilà qu'avec avec 5 ou 7 000 euros, il pouvait facilement augmenter la production et du coup pouvoir vraiment proposer ses produits, sa marchandise aussi bien en France qu'en Belgique parce qu'il avait trouvé quelques relais qui étaient intéressés par le produit il avait testé et ils en voulaient plus, du coup, parce que ça se vendait bien. Et oui, franchement, le produit était vraiment bon. Donc, vraiment, enfin, il y avait rien à dire à ce niveau-là. Donc, avec ma famille, on s'est concerté et on s'est dit, bon, ben voilà, si on met chacun une certaine somme, on peut
lui proposer ces 5 ou 7 000 euros dont il a besoin pour justement augmenter la production et ensuite pouvoir affréter ses produits à l'export vers la France, la Belgique. Et comme j'habitais en Angleterre, donc il est venu nous voir et il nous a dit, est-ce qu'il y a peut-être moyen de trouver des gens qui pourraient proposer, vendre ces produits? Et donc on lui a dit, on va chercher en fait, parce que j'étais vraiment convaincue. J'étais vraiment, vraiment convaincue par le produit. Et par toute la mission derrière ce produit que mon oncle proposait. Avec ma famille, on met les 7000, c'était un truc comme ça, genre 7000 euros. Mes parents qui travaillaient toujours alors qu'ils étaient déjà à l'âge de la retraite, donc ont mis cet argent donc durement gagné. Et, euh, et donc on lui donne les 7000 euros. C'était en échange de parts de l'entreprise. Donc on devenait en fait actionnaire de l'entreprise, actionnaire minoritaire parce qu'il gardait la majorité. Alors je me souviens plus exactement, mais il devait facilement avoir gardé 70% d'entreprise, et genre nous, avec nos 7000 euros, on avait un truc comme 30% de l'entreprise. Alors, premier truc qui commence à sentir le roussi, donc après avoir investi les 7000 euros, il se trouve que avec mon père, on avait décidé de toute façon d'aller au pays, donc on y va et on se dit, tiens, allons visiter justement l'usine de Bobolo sous vide pour voir un peu à quoi ressemble notre investissement. Donc on y va, donc on débarque au village et en fait il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est-à-dire que l'usine était surtout à l'arrêt, donc il y avait personne qui y travaillait et on a débarqué un jour de semaine, on n'avait pas spécialement prévenu. Donc c'était une sorte un peu de visite surprise. C'est justement dans ces conditions qu'on voit exactement comment une entreprise fonctionne, quand on vient de façon surprenante, quand les gens ne s'y attendent pas et que ne se préparent pas à votre visite. Enfin bref. Et donc on débarque. Donc il y a rien qui se, enfin il y a rien. Enfin, l'usine est vraiment à l'arrêt. Donc on va voir, on visite un peu. Et il y a un des gars de l'usine qui nous fait visiter et qui nous explique que oui, qu'ils attendent je sais pas qui, qu'ils ont des problèmes pour écouler la marchandise. Et donc, on nous amène dans une salle de stock où il y a toute la marchandise stockée. Et là, on voit des centaines de bobolos sous vide stockés dans des conditions où je me suis dit, ça c'est un truc, enfin, en gros, tout va disparaître. Enfin, la moisissure va rentrer. Même si c'est sous vide, je commençais déjà à voir sur certains produits, en fait, la moisissure parce que c'était pas stocké dans de bonnes conditions. Et en gros, c'est de la marchandise perdue. Et donc, je pose un peu la question en disant, mais qu'est-ce qui va se passer là? On a l'impression que en gros, qu'on va perdre la marchandise. Ce à quoi le gars qui nous faisait visiter l'usine nous répond, oui, mais en Europe aussi, oh, il y a des pertes de marchandises. Et j'ai envie de dire, mais je m'en fiche de ce qui se passe en Europe. C'est pas en Europe que j'ai investi dans cette usine. Donc pourquoi se fait-il qu'il y ait ce stock, en gros, de marchandises qui est là, qui ne sert à rien? Mais à la limite, j'allais presque dire, autant qu'ils l'utilisent et qu'ils le mangent, parce que ça sert, c'est là, ça prend la poussière, ça prend la moisissure. Est-ce que ce sera bon pour l'export? Je ne pense pas. Enfin bref, tout ça pour dire que après ça, je me suis dit, ok, bon, c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches avant d'investir. Alors, deuxième événement qui m'a fait me dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, après donc ce voyage, après lui avoir donné les 7000 euros, il retourne voir ma mère, spécialement ma mère, parce que elle-même étant entrepreneuse, elle comprend les difficultés des entrepreneurs davantage, et donc du coup peut-être très généreuse en ce qui concerne aider les autres. Donc il va la voir elle directement et pas nous les autres. Enfin, et il lui dit que voilà, et qu'il a besoin encore de 2500 euros pour débloquer des marchandises qui sont stockées au port et qu'il a besoin de ça pour pouvoir les affréter parce qu'il y a des magasins en Europe qui attendent cette marchandise pour pouvoir la vendre. Donc ma mère, généreuse comme elle est, avec son cœur également, lui donne les 2500 euros pour qu'il puisse débloquer la marchandise. Et donc ça, j'avoue, j'ai pas trop apprécié parce que
On a investi, c'est toute la famille qui a investi et pas juste ma mère. Et je pense il a joué sur le côté psychologique, sachant que ma mère est plutôt du genre généreuse, en se disant que s'il parle bien, elle finira par donner. Et en effet, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, troisième événement qui a juste tué le deal. Cet oncle nous avait demandé des relais en Angleterre et il y a un cousin qui justement vit en Angleterre, qui nous a dit que oui, qu'il peut sonder en fait les différents magasins qui vendent des produits donc africains. Et il a trouvé deux trois magasins qui disaient OK, envoie-nous quelques échantillons, on va tester le marché et si ça fonctionne, on fera une plus grosse commande. Nouvelle que je partage avec mon oncle en disant oui, donc on a trouvé quelqu'un, est-ce que tu peux nous envoyer un certain nombre de bobolos sous vide pour qu'on puisse donc les donner à ces magasins qui attendent pour tester. Et il nous dit ah oui, mais pour faire ça, j'ai besoin de 500 pounds en gros, 500 euros, allez, prenons les euros. J'ai besoin de 500 euros pour encore donc débloquer les stocks qui est coincé au port. Alors, je me dis, mais attends, on a déjà donné 7500, on lui a donné 2500, ma mère lui a donné encore 2500, et là, il faut encore 500 pour débloquer les stocks dont déjà il nous parlait, tu vois, auparavant. Bref. Donc, on se dit, ok, on balance les 500, et là, je veux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend les produits. On n'a jamais vu les produits arriver. Et l'oncle a disparu. Après ça, il a silence radio. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Enfin, je crois que mon père a quelques contacts avec lui, mais plus rien. Alors, bref, je rigole, mais à l'époque, j'ai pas trop rigolé quand même. Du coup, qu'est-ce que je peux en retirer? Parce que tant qu'à faire, hein, autant retirer des leçons de nos erreurs. Donc, ça a été clairement une erreur puisque ça n'a rien donné et même que nous avons perdu 10 000 euros. Donc, première erreur, je n'ai pas pris le temps vraiment de m'asseoir et d'analyser les chiffres. Il avait monté ce business, un truc comme une bonne année avant de venir nous voir. Donc, il avait déjà des chiffres puisqu'il a investi lui-même de l'argent pour mettre en place cette usine au pays. Il nous avait dit qu'il avait trouvé déjà des distributeurs dans plusieurs villes en France et en Belgique. Donc, j'aurais dû, en tant qu'investisseuse sérieuse, j'aurais dû m'asseoir avec lui et lui dire, OK, donc, donne-moi les chiffres, combien est-ce que ça t'a coûté exactement? Combien est-ce que ça te coûte en cash actuellement? Parce qu'il faisait énormément d'allers-retours au pays pour pouvoir gérer l'entreprise. Et donc, j'aurais dû prendre ça en compte dans les dépenses de fonctionnement de l'entreprise. J'aurais dû m'asseoir avec lui, demander le nom des distributeurs pour aller moi-même vérifier, les appeler et leur demander est-ce que oui, on vous a parlé de tel ou tel produit. Voilà, j'aurais dû faire ce qu'on appelle les due diligence, ça veut dire exactement ça, aller vérifier ce que un entrepreneur vous dit, parce que c'est bien gentil de nous dire oui, voilà, j'ai des distributeurs, on peut en vendre 100, 300, 20 000. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les distributeurs seraient prêts à vendre autant? Voilà, j'aurais dû aller faire mes recherches de façon beaucoup plus profonde. Il nous avait montré quelques chiffres, mais c'était surtout des chiffres de projection, c'est-à-dire que c'était ces estimations de la croissance de l'entreprise et de la croissance des revenus, et donc évidemment avec la petite carotte pour dire que c'est toujours en pente, en pente aiguë, où on est censé en fait toujours faire plus d'argent, et du coup comme nous étions actionnaires, ça voulait dire que la valeur de l'entreprise augmentait et du coup notre richesse augmentait avec. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je pense que je n'ai pas assez discuté avec lui de ses échecs qu'il a eu par le passé. Donc en fait c'est un monsieur qui est très entrepreneur dans l'âme et qui justement a monté plusieurs business qui se sont cassés la figure. Et le problème, c'est pas tellement d'avoir essayé et ensuite d'avoir échoué, c'est plutôt quelle leçon il en a retiré et
quelle erreur il va éviter justement dans ce nouveau business qu'il était en train de monter à l'époque. Et donc, on avait eu une discussion rapide où, en effet, j'ai posé la question, mais ça a été assez, voilà, la réponse a été courte, plutôt satisfaisante, en disant oui, qu'il a apprécié, qu'il sait un petit peu mieux comment gérer, qu'il a appris de ses erreurs, mais je pense que j'aurais dû passer beaucoup plus de temps, pinailler davantage sur exactement, mais quelle erreur en particulier tu as faite dans tes autres entreprises que tu ne feras pas dans celle-là. Parce que finalement, le psychologique de l'entrepreneur, c'est tout aussi primordial que l'idée elle-même. J'allais dire que ça a été l'exemple typique d'une très bonne idée, d'un très bon produit, mais d'une exécution zéro. Et donc, quand l'exécution ne fonctionne pas, eh ben, il n'y a rien qui fonctionne, même si le produit est très bon. Troisième erreur, il faisait donc le business au pays. Alors, le pays, c'est le Cameroun. Je pense pas qu'il avait trouvé quelqu'un de sérieux pour pouvoir tenir le business quand lui était en France, en train de chercher les distributeurs. C'est-à-dire que ça lui demandait énormément de voyages et un voyage au Cameroun ne s'est pas donné. Et donc je pense qu'il n'avait pas les fonds pour pouvoir tenir ce rythme-là et qu'il lui fallait absolument trouver quelqu'un de sérieux pour gérer le business en fait, en tout cas la partie fabrication des bobolos au Cameroun pour que ça fonctionne. Et en effet, là, pareil, j'ai pas fait mes recherches de lui demander, mais alors qui gère le business quand tu n'es pas là? Est-ce que je peux parler à cette personne-là? Est-ce que je peux en savoir plus sur cette personne-là? Combien tu la payes? Quel est son parcours? Est-ce que cette personne a fait des études ou pas? Enfin bref, tout un tas de critères importants parce que comme je disais, c'est finalement un business, comme j'aime souvent le dire, c'est marketing, innovation. Mais en fait, je devrais rajouter, c'est marketing, innovation et exécution. Donc, quand l'exécution est mauvaise, quand les personnes qui gèrent le business sont mauvais, eh ben, le résultat est juste mauvais, malgré un bon produit. C'est ça le pire, c'est que malgré un bon produit, avec une exécution mauvaise, vous avez des résultats mauvais. Et aussi, à l'époque, en fait, il ne travaillait pas. Donc, c'était sa seule source de revenus, c'était ce business-là. Donc, je pense qu'il a profité de l'investissement certainement pour éponger certaines de ses dettes qu'il a dû contracter pour mettre en place ce business. Sauf qu'après, il y avait plus de cash pour soit, en effet, comme il dit, déstocker les produits qui étaient coincés au port de Douala, soit pour affréter tout simplement les produits pour répondre à la demande. Il y avait plus de cash pour le faire. Donc ça c'est mon analyse rétrospectivement. Et donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment une opportunité ratée et manquée. Parce que peu de temps après ça, j'ai vu débarquer justement plein de bobolos sous vide et qui n'étaient pas aussi bons, en tout cas mes goûts à moi, n'étaient pas aussi bons. Et voilà, donc c'est vraiment, quand on y pense, c'est vraiment, vraiment dommage. Le seul point positif que je vais dire, c'est qu'en fait, j'ai investi une somme dans cette affaire. J'ai investi une somme en me disant, ok, si je la perds, parce qu'en effet, quand on investit, tout capital est à risque. Si je la perds, ça ne va pas changer ma vie, ça ne va pas me mettre dans des problèmes tout particuliers. Donc ça a été le point positif que j'ai appris avec ça. Et en fait, j'ai dû même tout simplement m'excuser auprès de ma famille parce que c'est quand même moi qui avais poussé pour cet investissement parce que vraiment j'y croyais, le produit était bon et puis les 10 000 euros de la famille se sont envolés. Donc tout ça pour dire que un très bon produit, ce n'est pas assez. Vouloir développer son village, c'est très louable, mais s'il y a personne pour gérer le business, ça va pas marcher. Donc, c'est presque un peu déprimant parfois parce qu'on se dit, bah mince, qui sait sur qui on peut compter. Mais bon, comme je suis plutôt du genre positif, je sais qu'il y a des gens très sérieux. C'est juste qu'il faut les trouver.
Si vous regardez cette vidéo jusqu'à présent et que vous vous lancez dans un business, un truc important et qui fait qu'après, les investisseurs ont beaucoup de mal à investir, c'est que c'est difficile d'estimer le sérieux d'une personne. C'est difficile d'estimer la fiabilité d'une personne. Et donc, pour limiter les risques au maximum, eh ben, on passe beaucoup de temps à poser des questions, à chercher en gros la petite bête, parce que la probabilité de trouver une personne sérieuse est plutôt faible, malheureusement. Donc vous, en tant qu'investisseur et investisseuse sérieux et sérieuse, faites vos recherches. Voici en gros la conclusion de cette vidéo. Que ce soit une entreprise cotée en bourse, que ce soit une entreprise sur une plateforme de crowdlending ou crowdfunding ou whatever, crowd equity, que ce soit un membre de votre famille, franchement, vous ne leur rendez pas service parce que un business, pour que ça fonctionne, ça demande de la discipline, ça demande de la fiabilité, ça demande un service clientèle de qualité, ça demande un produit également de bonne qualité et tout ça, ça se fait avec un gérant ou une gérante qui est sérieux. Donc, si la personne est incapable de répondre à vos questions, c'est qu'elle ne s'est pas assise assez longtemps pour vraiment réfléchir à son business et montrer son sérieux, tout simplement. Voilà, voilà, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Et vous également, futurs entrepreneurs et entrepreneuses, ne le prenez pas mal quand les gens viennent et vous posent un tas de questions. Vous devriez connaître vos chiffres. Vous devriez être prêt à répondre à ces questions parce que ça montre votre sérieux, ça montre que vous avez étudié la question et que du coup, on peut vous faire confiance. Finalement, au fond, l'investissement, c'est une question de confiance. C'est est-ce que j'ai confiance en cette personne? Est-ce que je pense que cette personne va réaliser ce qu'elle dit qu'elle va faire? Et si oui, ok, alors je veux bien la soutenir avec mon argent durement acquis. Vidéo un petit peu particulière. Si vous-même, postez en commentaire si vous-même vous avez eu des expériences pas très reluisantes avec des membres de la famille ou des amis. Mais ceci dit, je tiens à dire, petite digression, que ça ne veut pas dire que vous ne devez pas investir dans des idées de membres de votre famille. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est important de faire vos recherches. Donc voilà, postez en commentaire, discutons de nos mésaventures financières et surtout, qu'est-ce que nous en avons appris et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, hein, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut et abonnez-vous pour plus de contenu et je vous dis à très bientôt.